Bonsoir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter vers les recoins les plus obscurs de notre cosmos. Imaginez un instant tout ce que vous pouvez observer, les étoiles, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, toute cette splendeur, toute cette matière que nous connaissons et dont nous sommes faits, vous et moi, ne représente qu'environ 5% de l'univers, 5% seulement. Alors, qu'en est-il des 95% restants? La majeure partie d'entre eux, soit environ 27%, est attribuée à ce que les scientifiques nomment la matière noire. Une substance que personne n'a jamais vue, touchée, ni mesurée directement. Pourtant, son influence gravitationnelle est si colossale que cette entité invisible agit comme le véritable chef d'orchestre cosmique. C'est elle qui détermine la rotation des galaxies, la manière dont elles se regroupent en amas, et l'aspect de l'univers à très grande échelle. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce grand mystère. Nous tenterons de comprendre comment il est possible de prouver l'existence de ce qui est absolument invisible. Et pourquoi cette énigme est l'une des plus importantes et des plus passionnantes de la science moderne. Préparez-vous. Notre voyage dans le royaume de l'ombre commence. L'histoire de la découverte de la matière noire est un véritable polar scientifique dont l'intrigue a débuté il y a près d'un siècle. Dans les années 30, l'astronome suisse Fritz Zwicky, un homme au caractère particulièrement excentrique, étudiait un immense amas de galaxies dans la constellation de la Chevelure de Bérénice, mieux connue sous le nom d'amas de Coma. Il mesurait la vitesse à laquelle les différentes galaxies se déplaçaient au sein de cet amas. C'est là qu'il a rencontré un paradoxe. Les galaxies s'étournaient si rapidement que la gravitation de toute la matière visible, soit toutes les étoiles, le gaz et la poussière qu'elles contenaient, était totalement insuffisante pour les maintenir liées. Selon ses calculs, l'amas de Coma aurait dû s'être désagrégé depuis longtemps, tel un manège mal fixé tournant à plein régime. Pour expliquer pourquoi l'amas existait encore, Zwicky a émis l'hypothèse de la présence d'une masse cachée et invisible qu'il a baptisée en allemand « dunkle Materie », ce qui se traduit littéralement par « matière noire ». Sa gravitation, selon lui, était la colle cosmique qui maintenait la cohésion de l'amas. À l'époque, cependant, la communauté scientifique s'est montrée, disons, très sceptique vis-à-vis des idées de Zwicky. Il était perçu comme un excentrique et ses conclusions comme des erreurs de calcul. Il a fallu attendre près de 40 ans pour que cette idée soit reprise au sérieux, grâce aux travaux d'une autre astronome remarquable. Alors, plongeons-nous dans le premier chapitre de notre enquête, intitulé « Le fantôme dans le carrousel galactique ». Dans les années 1970, l'astronome américaine Vera Rubin, en collaboration avec son collègue Kent Ford, mena des observations méticuleuses sur des galaxies spirales, semblables à notre propre Voie lactée. Leur objectif était de comprendre comment la vitesse de rotation des étoiles variait en fonction de leur éloignement par rapport au centre galactique. D'après les lois de la physique, celles que nous connaissons depuis Newton, les étoiles situées à la périphérie des galaxies devraient se déplacer beaucoup plus lentement que celles du centre, là où est concentrée la majeure partie de la matière visible. Imaginez notre système solaire. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa rotation est lente. Mercure file à toute vitesse sur son orbite, tandis que la lointaine Neptune se déplace de manière beaucoup plus tranquille. Tout le monde s'attendait à retrouver un schéma similaire au niveau des galaxies. Or, ce que Vera Rubin découvrit allait totalement à l'encontre de toutes ses attentes. Les étoiles, situées aux confins les plus éloignés des galaxies, tournaient à la même vitesse, voire plus rapidement, que celle du centre. C'était totalement inexplicable. C'était comme si vous lanciez un manège et que les chevaux du bord extérieur se déplaçaient aussi vite que ceux proches de l'axe central. La seule façon de les empêcher d'être éjectés dans l'espace était d'ajouter une quantité colossale de masse invisible qui, par sa gravité,
les maintiendrait en orbite. Les travaux de Vera Rubin sont devenus la première preuve irréfutable et largement acceptée que Fritz Zwicky avait vu juste. Les galaxies sont remplies d'une substance invisible dont la masse est plusieurs fois supérieure à celle de toutes les étoiles que nous pouvons observer. Pour illustrer ce point, on pourrait imaginer un graphique animé montrant d'un côté la courbe de rotation d'une galaxie telle qu'attendue, qui chute avec la distance, et de l'autre, la courbe réelle, plate, observée par Rubin. Cette courbe plate, c'est la fumée, qui indique le feu de la matière invisible. Cette découverte marqua un tournant majeur en cosmologie. Les scientifiques comprirent alors que l'univers était agencé de manière bien plus complexe qu'il n'y paraissait, une fois que les travaux de Vera Rubin eurent convaincu le monde de l'existence de cette anomalie. Une nouvelle question s'est imposée aux scientifiques. Et si, tout simplement, il y avait quelque chose que nous ne voyions pas? Et si cette matière noire n'était pas une substance exotique, mais simplement un agrégat d'objets ordinaires, très peu lumineux, voire carrément invisible? Cette idée a donné naissance à l'hypothèse nommée MACHO, acronyme de Massive Astrophysical Compact Halo Objects, les objets de halo compact et massifs. Derrière ce nom complexe se cachaient des entités relativement simples à comprendre. Par exemple, des naines blanches refroidies, des étoiles à neutrons, des trous noirs de masse stellaire, ou encore les naines brunes, ces étoiles ratées trop petites pour initier des réactions thermonucléaires en leur cœur. Théoriquement, si les halos de notre galaxie et des autres étaient bourrés de tels objets, leur masse combinée pourrait expliquer les vitesses de rotation des étoiles que nous observons. Et cette hypothèse pouvait être testée. L'idée de vérification était d'ailleurs très élégante. Si un tel objet compact et massif passait entre nous et une étoile lointaine, son champ gravitationnel, conformément à la théorie de la relativité d'Einstein, agirait comme une lentille et rendrait l'étoile plus brillante pour une courte durée. Ce phénomène est appelé micro-lentille gravitationnelle. Dans les années 90, plusieurs projets d'envergure ont été lancés. Ils ont observé, pendant des années, des millions d'étoiles dans les galaxies voisines, dans l'espoir de détecter ces événements. Et ils en ont effectivement trouvé, mais en nombre catastrophiquement insuffisant. Les observations ont démontré que les objets de type MACHO ne pouvaient représenter qu'une infime fraction de la masse cachée requise. Ils ne suffisent tout simplement pas à expliquer l'effet de la matière noire. Par conséquent, cette hypothèse a été largement réfutée. Il est devenu clair que la réponse ne se trouvait pas parmi les objets astronomiques classiques. Elle réside dans quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'est pas composé des protons, des neutrons et des électrons que nous connaissons. La matière noire n'est pas qu'une simple chose sombre. C'est une entité fondamentalement nouvelle. Dès qu'il est apparu clairement que la matière noire n'était pas faite d'objets conventionnels, les scientifiques ont entrepris d'établir son portrait robot. Que pouvons-nous dire de cette substance sans même la voir? Premièrement, elle est noire. C'est-à-dire qu'elle n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit aucune forme de lumière ou de rayonnement électromagnétique. Elle est totalement transparente aux photons. Si vous teniez un morceau de matière noire dans vos mains, il serait absolument invisible et la lumière le traverserait sans la moindre entrave. Deuxièmement, elle interagit avec la matière ordinaire uniquement par la gravité. Ce sont d'ailleurs ces effets gravitationnels qui nous ont permis de la détecter. C'est sa seule manifestation que nous connaissons. Elle attire les étoiles, les galaxies et la lumière, mais n'intervient dans aucune autre interaction. Troisièmement, elle doit être froide. En cosmologie, ce terme ne se réfère pas à une basse température au sens habituel. Il signifie que les particules de matière noire se déplacent lentement, bien en deçà de la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce crucial? Parce que seule la matière se déplaçant lentement peut s'agréger en amas dense sous l'effet de la gravité,
formant ainsi les halos qui serviront de berceau aux galaxies. Si la matière noire était chaude, c'est-à-dire si ces particules volaient à des vitesses proches de celles de la lumière, elles se disperseraient avant d'avoir pu former des structures suffisamment denses. La modélisation de la structure à grande échelle de l'univers révèle qu'en l'absence de matière noire froide, nous n'aurions pas ce gigantesque réseau de galaxies et d'amas que nous observons. L'univers serait bien plus uniforme. Et enfin, la matière noire doit être stable. Elle est présente depuis les premiers instants de l'univers et ne s'est pas désintégrée au cours de ces presque 14 milliards d'années. En résumé, notre suspect idéal est une substance invisible, gravitationnelle, froide et stable, composée de particules qui n'apparaissent pas dans le modèle standard de la physique des particules. Ce n'est plus une simple hypothèse, c'est un ensemble d'exigences extrêmement strictes que tout candidat à ce rôle doit impérativement satisfaire. Un autre outil incroyablement puissant pour sonder la matière noire est le lentillage gravitationnel. Mais cette fois, nous parlons d'échelles bien plus grandes que la micro-lentille que nous avons déjà abordée. Imaginez que vous observiez une galaxie lointaine. Si, entre vous et cette galaxie, se trouve une immense concentration de matière, par exemple un amas entier de galaxies, son champ gravitationnel va agir comme une gigantesque lentille cosmique. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux. La lumière qui passe est alors forcée de suivre ces chemins déformés. En conséquence, l'image de la galaxie lointaine est distordue. Elle peut être étirée en un arc, se dédoubler ou même former un anneau presque parfait, connu sous le nom d'anneau d'Einstein. La puissance de cette distorsion dépend directement de la masse de l'objet qui agit comme lentille. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement fascinante. Les astronomes peuvent observer un amas de galaxies, estimer sa masse en additionnant toutes les étoiles et le gaz visible, puis analyser la manière dont cet amas déforme la lumière des objets encore plus éloignés. Or, il s'avère systématiquement que la distorsion observée est bien plus forte qu'elle ne devrait l'être, compte tenu uniquement de la masse de la matière visible. Ceci signifie qu'une quantité colossale de masse additionnelle et invisible est présente dans l'amas, et c'est elle qui crée cet effet de lentille si puissant. De plus, en analysant ces déformations, les scientifiques peuvent cartographier la répartition de toute la masse dans l'amas, qu'elle soit visible ou sombre. Ces cartes révèlent clairement que la majeure partie de la masse n'est pas concentrée là où se trouvent les étoiles, mais plutôt dans un halo immense et diffus de matière noire qui enveloppe les galaxies visibles. La masse de la balle, Bullet Cluster, en est l'un des exemples les plus frappants. C'est le résultat d'une collision entre deux amas de galaxies. Sur les clichés, on constate que le gaz chaud, la matière visible, a été ralenti par la collision et est resté au centre. Cependant, les cartes de lentillage gravitationnel montrent que la masse principale, la matière noire, a traversé l'autre amas sans être ralentie et se trouve maintenant sur les côtés. Ceci constitue une preuve directe que la matière noire n'interagit quasiment avec rien, si ce n'est par la gravité. Au-delà des observations de galaxies, il existe une autre source de données, totalement indépendante, qui témoigne de l'existence de la matière noire. C'est le rayonnement fossile, ou fond diffus cosmologique, FDC. C'est en quelque sorte l'écho du Big Bang, la lumière issue de l'univers primordial, lorsqu'il n'avait qu'environ 380 000 ans. Avant cela, l'univers était si chaud et si dense qu'il formait un plasma opaque, composé de protons, d'électrons et de photons. Quand il s'est suffisamment refroidi, les protons et les électrons ont pu se combiner pour former des atomes d'hydrogène, et l'univers est soudainement devenu transparent. La lumière qui était piégée dans ce plasma a enfin pu se propager librement. Aujourd'hui, nous la captons sous forme de rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions du ciel. Ce rayonnement n'est pas parfaitement uniforme.
Sa cartographie révèle de minuscules fluctuations de température, des petites taches qui sont seulement un 100 millième de degré plus chaudes ou plus froides que la moyenne. Ces fluctuations sont les empreintes des tout premiers amas de matière, ceux qui ont ensuite donné naissance aux galaxies et aux amas que nous connaissons. En analysant la taille et la répartition de ces taches, les scientifiques peuvent déterminer avec une précision incroyable la composition de l'univers primitif. C'est un peu comme juger des cailloux qui ont été jetés en analysant la nature des ondulations à la surface de l'eau. Et que nous révèlent ces données? Elles indiquent que, pour former la structure de fluctuation que nous observons, la matière ordinaire, dite baryonique, celle dont nous sommes faits, ne devait représenter qu'environ 5% de la densité énergétique totale de l'univers. Environ 27% supplémentaires devaient être constitués de matière noire froide, le reste étant attribué à l'énergie noire. Et ces chiffres, dérivés de l'observation de l'univers le plus ancien, concordent de manière frappante avec ceux qui sont obtenus par l'étude des galaxies actuelles. Ce sont deux méthodes totalement indépendantes qui pointent vers la même conclusion. Une concordance de cette nature est un argument extrêmement solide en faveur de la validité du modèle de la matière noire froide. Sans elle, il nous est tout simplement impossible d'expliquer ni la rotation des galaxies, ni la structure du rayonnement fossile. Bien. Nous avons donc établi que la matière noire existe et qu'elle n'est pas faite de particules ordinaires. Cela ouvre la porte à un monde de physique totalement nouveau, inexploré, au-delà de ce que nous appelons le modèle standard. Le modèle standard est cette théorie qui décrit avec une précision remarquable toutes les particules élémentaires que nous connaissons, quarks, leptons, bosons, ainsi que 3 des 4 interactions fondamentales, la force forte, la force faible et l'électromagnétisme. Mais il n'y a pas dans ce modèle une seule particule qui puisse jouer le rôle de la matière noire froide. Cela signifie que la matière noire est une véritable fenêtre sur la nouvelle physique. Les physiciens théoriciens ont proposé une multitude d'hypothèses sur la nature de cette nouvelle particule. Pendant de nombreuses années, le candidat le plus populaire et le plus étudié a été le WIMP, acronyme de Weakly Interacting Massive Particle, soit en français, la particule massive interagissant faiblement. Selon cette théorie, les WIMP seraient des particules lourdes, environ 100 fois plus massives qu'un proton. Elles n'interagissent pas via les forces fortes ou électromagnétiques, d'où leur caractère sombre, mais pourraient interagir via la force nucléaire faible, celle-là même qui est responsable de certaines formes de désintégration radioactive. Pourquoi cette hypothèse est-elle si séduisante? À cause de ce que l'on appelle le miracle des WIMPs. Les calculs montrent que si ces particules avaient existé dans l'univers primordial, en équilibre thermique avec le reste de la matière, leur quantité aurait dû diminuer à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait. Cette diminution est due au processus d'annihilation. 2 particules entrent en collision et se transforment en d'autres. Au final, la quantité restante de WIMP serait exactement celle nécessaire pour expliquer la densité de matière noire que nous observons aujourd'hui. Une telle coïncidence semble bien trop parfaite pour être le fruit du hasard. De nombreuses théories qui étendent le modèle standard, comme par exemple la supersymétrie, prédisent naturellement l'existence de telles particules. La supersymétrie postule que chaque particule connue possède un superpartenaire plus lourd. Le plus léger de ces superpartenaires est généralement stable et possède toutes les propriétés requises pour être un WIMP idéal. L'hypothèse des WIMP n'explique donc pas seulement la matière noire. Elle résout également plusieurs autres problèmes fondamentaux de la physique des particules. Si les WIMP existent bel et bien, alors, même si leur interaction est extrêmement faible, nous devrions avoir une chance de les détecter. À l'instant même où nous parlons, la Terre traverse un immense halo de matière noire qui enveloppe notre galaxie, la Voie lactée. Cela signifie que des milliards de ces particules hypothétiques traversent nos corps,
et la planète entière chaque seconde. Le problème, c'est qu'elles n'interagissent pratiquement avec rien. La probabilité qu'un WIMP entre en collision avec le noyau d'un atome de votre corps est infime, voire négligeable. Mais si nous utilisons un détecteur colossal, composé d'une quantité massive d'atomes, et que nous attendons suffisamment longtemps, une telle collision pourrait être enregistrée. C'est précisément sur ce principe que reposent les expériences de détection directe de la matière noire. Afin de s'affranchir du bruit de fond généré par les rayons cosmiques et la radioactivité naturelle, des phénomènes qui pourraient imiter le signal d'un WIMP, ces détecteurs sont installés très profondément sous terre, souvent dans d'anciennes mines ou sous d'épaisses montagnes. La roche agit alors comme un bouclier naturel. Le détecteur lui-même est généralement un immense réservoir rempli d'un gaz noble, liquéfié ultra pur, comme le xénon ou l'argon. Lorsqu'un WIMP, provenant de l'espace, parvient malgré tout à entrer en collision avec un noyau de xénon, il lui transfère une partie de son énergie. Ce noyau de recul produit alors un minuscule éclair de lumière, ou scintillation, et libère quelques électrons. Des photodétecteurs très sensibles, positionnés en haut et en bas du réservoir, enregistrent à la fois cette lumière et les électrons, permettant ainsi de déterminer avec précision le lieu et l'énergie de l'interaction. Les expériences les plus célèbres de ce type sont Xenonente en Italie, LUX Zeppelin, LZID aux États-Unis et PandaX en Chine. Elles ont déjà atteint une sensibilité incroyable, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore détecté de signaux concluants de WIMPs. Ce silence contraint les scientifiques soit à revoir les propriétés des WIMP, soit à se tourner de plus en plus activement vers d'autres hypothèses. Il est possible que les WIMP interagissent encore plus faiblement qu'on ne l'imaginait, ou que leur masse se situe dans une autre gamme, ou peut-être, tout simplement, que la matière noire n'est pas faite de WIMP du tout. En plus de la recherche directe, il existe une autre méthode pour traquer les WIMP, la recherche indirecte. L'idée est la suivante. Même si les WIMP interagissent très rarement avec la matière ordinaire, ils devraient de temps en temps entrer en collision les uns avec les autres. Ces collisions devraient être particulièrement fréquentes dans les zones de haute concentration de matière noire, comme le centre de notre galaxie ou les noyaux des galaxies naines satellites. Lorsqu'ils se rencontrent, deux WIMP peuvent s'annihiler, c'est-à-dire disparaître, en se transformant en un flux de particules ordinaires, des photons, notamment des rayons gamma, des neutrinos, des électrons et des positrons. Nous pouvons ensuite tenter de détecter ces produits d'annihilation grâce à nos télescopes. Les télescopes spatiaux à rayons gamma, comme Fermilat par exemple, scrutent sans cesse le ciel, à la recherche d'un excès de rayons gamma provenant du centre galactique. Si nous y détections un signal qui ne peut être expliqué par des sources astrophysiques connues, telles que les pulsars ou les trous noirs, cela pourrait être la signature de l'annihilation de la matière noire. Les télescopes à neutrinos, comme IceCube en Antarctique, adoptent une approche différente. Ils recherchent les neutrinos qui pourraient résulter de l'annihilation de WIMPs capturés par le champ gravitationnel du Soleil et accumulés dans son noyau. Au fil des années, il y a eu quelques indices et anomalies intrigantes dans les données, comme par exemple cet excès de rayons gamma issus du centre galactique, dont les caractéristiques ressemblaient à celles d'un signal WIMP. Cependant, une analyse plus poussée a montré que ces signaux pouvaient très probablement s'expliquer par des raisons plus prosaïques, comme un grand nombre de pulsars millisecondes non encore découverts. À ce jour, aucune preuve convaincante de l'annihilation de la matière noire n'a été trouvée. Tout comme pour la recherche directe, ce grand silence remet en question les modèles de WIMP les plus simples et oblige les physiciens à élargir leur champ d'investigation. Le troisième axe de recherche de la matière noire se déploie sur les accélérateurs de particules les plus puissants, tels le grand collisionneur de hadrons, LHC, au CERN.
L'idée est ici l'inverse de celle des recherches menées dans l'espace. Si, dans la nature, les WIMP s'annihilent et se transforment en particules ordinaires, ne pourrions-nous pas, nous, faire entrer en collision des particules ordinaires avec une énergie colossale pour créer, suite à cet impact, des particules de matière noire? Au LHC, des protons sont accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière et entrent en collision les uns avec les autres. Au point de collision, une énergie colossale est libérée. Conformément à la célèbre formule d'Einstein, E=mc2, cette énergie peut se convertir en masse de nouvelles particules, y compris de très lourdes. Les détecteurs installés autour de ces points d'impact enregistrent toutes les particules nées de ce processus. Mais comment apercevoir une particule de matière noire si elle est invisible et n'interagit pas avec le détecteur? Les physiciens recourent à une ruse. Ils traquent les événements présentant une énergie manquante. Selon la loi de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, l'énergie et l'impulsion totale des particules après la collision doivent être égales à celles d'avant l'impact. Si une paire de particules de matière noire est née de la collision, celles-ci s'échapperont sans laisser de traces dans le détecteur. Cependant, elles emporteront avec elles une partie de l'énergie et de l'impulsion. Le détecteur enregistrera que les particules visibles se dispersent d'un côté, alors que rien n'est observé du côté opposé, comme si quelque chose d'invisible les avait repoussées latéralement. Ce déséquilibre, cette énergie transverse manquante, constitue alors la preuve indirecte de la naissance de particules invisibles. Question. De telles recherches sont activement menées au LHC. Les scientifiques ciblent les événements où, par exemple, un photon puissant ou un jet d'hadrons est produit, accompagné d'une énergie manquante importante. Pour l'instant, tous les événements observés sont en excellent accord avec les prédictions du modèle standard. Aucun signal probant de nouvelles physiques ou de création de particules de matière noire n'a été détecté dans le collisionneur. C'est une autre pièce du puzzle qui nous laisse penser que si les WIMP existent, leurs propriétés sont probablement plus complexes que prévu. Ou alors, que la matière noire n'est tout simplement pas composée de WIMP, étant donné que la chasse aux WIMP n'a jusqu'à présent pas été couronnée de succès, les scientifiques concentrent de plus en plus leur attention sur une autre classe de candidats à la matière noire. L'action est sans doute l'un des plus intrigants. L'action est une particule hypothétique extrêmement légère, proposée dans les années 70 pour résoudre un problème tout à fait différent en physique des particules, connu sous le nom de problème CP4. Ce problème est lié au fait que l'interaction nucléaire forte, contrairement à l'interaction faible, ne viole pas une symétrie spécifique, l'invariance CP. La théorie qui résout ce dilemme prédit l'existence d'une nouvelle particule, l'action. Il s'avère que cette particule, imaginée dans un but initial complètement différent, possède de nombreuses propriétés idéales pour la matière noire. Contrairement aux WIMPs massifs, les actions devraient être extrêmement légers, des milliards de fois moins lourds que l'électron. En raison de leur masse infime, ils se comportent moins comme des particules que comme des ondes. Dans l'univers primordial, ils auraient été produits en quantité massive, formant aujourd'hui un gigantesque champ cohérent qui imprègne tout l'univers, une sorte d'océan invisible. Bien que les actions individuelles n'interagissent pratiquement pas avec la matière, leur effet collectif, de nature ondulatoire, pourrait être détecté. La principale propriété prédite de l'action est sa capacité à se convertir en photons et inversement, en présence d'un champ magnétique puissant. C'est sur cet effet que reposent les expériences de détection d'action. La plus célèbre est ADMX, pour Action Dark Matter Experiment. Ce dispositif utilise un puissant aimant supraconducteur, à l'intérieur duquel se trouve un résonateur, qui est une cavité de cuivre creuse. Lorsque ce détecteur traverse le océan galactique d'action, certains d'entre eux, piégés par le champ magnétique intense,
devraient se transformer en photons micro-ondes. Si l'on règle la fréquence du résonateur de manière à ce qu'elle corresponde à la masse de l'action, une résonance se produit, nous permettant de capter un très faible signal micro-ondes. Le principe est similaire à celui d'accorder une radio sur la bonne station. Le problème, c'est que nous ignorons la masse exacte de l'action. Il est donc nécessaire de balayer lentement une très large gamme de fréquences. C'est un travail long et méticuleux, mais il est en cours, et la sensibilité de ces expériences devrait considérablement augmenter dans les années à venir. Les actions représentent une alternative élégante et séduisante aux WIMPs, et leur découverte constituerait une double victoire pour la physique. Parmi les candidats à la matière noire, certaines idées sont beaucoup plus exotiques. Les neutrinos stériles en font partie. Nous connaissons l'existence de 3 types, ou saveurs, de neutrinos ordinaires, électroniques, muoniques et tauiques. Ce sont des particules extrêmement légères qui n'interagissent que via l'interaction faible et la gravitation. Ces neutrinos standards ont longtemps été envisagés comme matière noire, mais il s'est avéré qu'ils sont beaucoup trop légers et rapides. Ils sont classés comme matière noire, chaude, et ne peuvent expliquer la formation des structures galactiques que nous observons. Cependant, certaines théories postulent l'existence d'un 4e type de neutrino, le neutrino stérile. Il est dit stérile parce qu'il n'interagit avec aucune force du modèle standard, à l'exception de la gravitation. Il interagit avec les neutrinos ordinaires uniquement par un mécanisme très spécifique appelé mélange. Si les neutrinos stériles étaient suffisamment massifs, dans la gamme du kilo-électron-volt, QeV, ce qui est plus lourd que les neutrinos classiques, mais bien plus léger que les WIMPs, ils pourraient constituer la matière noire tiède. Il serait assez lent pour permettre la formation des galaxies, tout en lissant la structure cosmique aux plus petites échelles. Ceci permettrait potentiellement de résoudre certains des problèmes soulevés par la théorie standard de la matière noire froide. Cette hypothèse émet une prédiction fascinante. Bien que les neutrinos stériles soient extrêmement stables, ils peuvent se désintégrer très rarement, par exemple en un neutrino ordinaire et un photon. Ce photon émis aurait une énergie très spécifique, correspondant exactement à la moitié de la masse du neutrino stérile. Tapoment, Tessine. Les astronomes recherchent donc dans les spectres de rayons X des galaxies et des amas une raie d'émission fine à une énergie précise qui pourrait être la signature de cette désintégration. En 2014, plusieurs équipes ont rapporté l'observation d'une raie X mystérieuse d'environ 3,5 kilo-électronvolts. Cela pourrait correspondre à un neutrino stérile d'une masse de 7 keV. Cette découverte a suscité une vive effervescence. Mais les observations ultérieures, plus précises, n'ont pas réussi à confirmer ou à réfuter définitivement ce signal. La question reste entière, et la chasse aux neutrinos stériles continue. Laissons un instant le monde des particules derrière nous et examinons ce problème sous un angle complètement différent. Et si, en fait, la matière noire n'existait pas? Et si notre erreur ne portait pas sur la composition de l'univers, mais sur les lois de la gravité elle-même? Toutes nos conclusions sur l'existence de la matière noire reposent sur l'hypothèse que la loi de la gravitation universelle de Newton et la relativité générale d'Einstein sont valables à toutes les échelles. Or, nous ne les avons vérifiées avec une grande précision qu'à l'intérieur de notre système solaire. Que se passe-t-il si, aux échelles des galaxies et des amas, la gravité fonctionne différemment? Cette idée est au cœur des théories alternatives, dont la plus célèbre est MOND, pour Modified Newtonian Dynamics, ou dynamique newtonienne modifiée. Cette théorie a été proposée par le physicien israélien Mordechai Milgrom dans les années 80. Son principe est simple. La loi de la gravité se modifie lorsque les accélérations sont extrêmement faibles. Dans des conditions familières,
comme celle du système solaire, où les accélérations sont importantes, la gravité se comporte de manière newtonienne. Mais dans les régions périphériques des galaxies, là où les étoiles subissent une très faible attraction gravitationnelle, et donc une accélération minuscule, la gravité devient plus forte que ne le prédit la théorie de Newton. Cette attraction supplémentaire expliquerait pourquoi les étoiles en bordure tournent si rapidement, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une masse supplémentaire. Mond décrit étonnamment bien les courbes de rotation d'un très grand nombre de galaxies, et ce, à l'aide d'un seul nouveau paramètre universel. D'un point de vue théorique, c'est très élégant. Cependant, cette théorie se heurte aussi à des problèmes majeurs. Premièrement, elle fonctionne mal à l'échelle des amas de galaxies. Pour expliquer la dynamique de ces amas, Mond nécessite malgré tout une certaine quantité de masse manquante, même si elle est beaucoup moins importante. Deuxièmement, elle n'arrive pas à expliquer l'effet de lentilles gravitationnelles, notamment dans le cas de l'amas de la balle, ou bullet cluster, où le centre de masse est clairement dissocié du centre de la matière visible. Et surtout, Mond est une théorie non relativiste. Il est donc très difficile de la concilier avec la relativité générale et la cosmologie, en particulier avec les données concernant le fond diffus cosmologique. Certes, des extensions relativistes de Mond existent, mais elles sont extrêmement complexes et leur succès est mitigé. Néanmoins, cette idée de modification de la gravité reste en marge des discussions scientifiques. Elle nous rappelle surtout que nous devons rester ouverts à toutes les possibilités. Revenons à l'hypothèse fondamentale, l'existence des particules de matière noire, et étudions son rôle dans l'évolution de notre univers. La matière noire agit comme un architecte invisible. C'est elle qui a posé les fondations de toute la structure visible que nous observons aujourd'hui. Juste après le Big Bang, l'univers était presque parfaitement homogène. Cependant, il contenait de minuscules fluctuations quantiques de densité. Aux endroits où la densité était légèrement supérieure à la moyenne, la gravité commençait à agir plus fortement, attirant la matière environnante. Et c'est là que la matière noire a joué un rôle déterminant. La matière ordinaire, dite baryonique, était à cette époque étroitement liée au rayonnement, aux photons. La pression de la lumière l'empêchait de s'effondrer en grumeaux denses. Mais la matière noire, qui n'interagit pas avec la lumière, était libre de cette contrainte. C'est pourquoi les grumeaux de matière noire ont été les premiers à croître sous l'effet de la gravité, formant ce que l'on appelle des puits de potentiel gravitationnel. La matière ordinaire a ensuite commencé à tomber dans ces puits déjà formés, un peu comme l'eau qui s'écoule dans des fosses. La matière noire a ainsi créé une carcasse invisible, une toile cosmique faite de filaments et d'amas, ou halos, sur laquelle la matière visible est venue s'agglomérer. À l'intérieur des halos de matière noire les plus denses, le gaz s'est contracté, a refroidi et a commencé à former les premières étoiles et galaxies. Sans la matière noire, la formation des structures aurait pris beaucoup plus de temps, et des objets aussi vastes et complexes que notre galaxie n'auraient tout simplement pas eu le temps de se former dans l'univers actuel. La modélisation informatique, notamment le célèbre projet Millennium, illustre clairement ce processus. Dans ces simulations, les scientifiques intègrent des conditions initiales basées sur les données du rayonnement fossile, puis ajoutent la matière noire froide. Le résultat est un univers virtuel dont la structure à grande échelle, l'organisation des galaxies en une toile cosmique, est étonnamment similaire à ce que nous observons dans la réalité. C'est une autre confirmation indirecte et puissante du modèle cosmologique standard basé sur la matière noire froide. Le modèle standard de la matière noire froide, MNC, tel que nous venons de le présenter, fonctionne à merveille lorsqu'il s'agit d'étudier les grandes échelles, comme les amas de galaxies et la toile cosmique. Néanmoins, dès que l'on se penche sur ces prédictions à l'échelle des galaxies individuelles, des désaccords surgissent avec les observations. C'est ce que l'on appelle les problèmes des petites échelles.
L'un d'entre eux est le problème des halos à cuspides. En effet, les simulations basées sur la matière noire froide prédisent que la densité de celle-ci devrait s'accroître très fortement au centre des halos galactiques, formant cette fameuse cuspide, c'est-à-dire une pointe acérée. Or, les observations de galaxies réelles, notamment les galaxies naines, où la matière noire est majoritaire, révèlent souvent l'existence d'un noyau de densité constante en leur centre, au lieu d'une cuspide. La densité augmente vers le centre, mais elle finit par atteindre un plateau. Cette divergence pourrait indiquer que notre modèle de matière noire n'est pas tout à fait juste. L'autre problème bien connu est celui des satellites manquants. La modélisation prédit qu'une galaxie majeure comme la Voie lactée devrait être entourée d'une myriade de petites galaxies satellites. Les simulations montrent en effet des milliers de ces puceaux halos. Pourtant, nous n'en observons qu'une poignée, quelques dizaines tout au plus. Où sont passées toutes les autres? Il est possible que ces problèmes ne soient pas si fondamentaux ni fatals pour la théorie. Par exemple, des processus astrophysiques violents liés à la formation d'étoiles et aux explosions de supernovas au cœur des galaxies auraient pu chauffer et gonfler cette concentration centrale de matière noire, la transformant ainsi en un noyau stable. Quant aux satellites manquants, ils pourraient simplement ne pas avoir réussi à former d'étoiles et resteraient alors totalement sombres et invisibles. Ou alors, ces divergences sont un indice que la matière noire possède des propriétés plus complexes que celles que nous lui attribuons actuellement. Par exemple, si les particules de matière noire pouvaient interagir non seulement par gravité, mais également entre elles, ce qu'on appelle la matière noire auto-interactive, cela pourrait potentiellement résoudre le problème des cuspides. Ces questions non résolues rendent l'étude de la matière noire d'autant plus passionnante. En plus de la matière noire, le cosmos abrite une autre entité sombre, qu'il est crucial de ne pas confondre, l'énergie noire. Si la matière noire est cette masse invisible qui, par sa gravité, agit comme le ciment de l'univers et provoque l'attraction des objets, l'énergie noire est son exact opposé. Il s'agit d'une forme d'énergie hypothétique, dotée d'une pression négative, qui pousse l'univers à se dilater à un rythme accéléré. À la fin des années 90, deux équipes d'astronomes indépendantes, en observant des supernovas distantes, ont fait une découverte stupéfiante. L'expansion de notre univers, loin de ralentir sous l'effet de la gravité comme prévu, était en fait en pleine accélération. Ce fut l'une des révélations les plus bouleversantes de l'histoire de l'astronomie. Afin d'expliquer cette accélération, il devint nécessaire d'introduire une nouvelle entité dans le modèle cosmologique, l'énergie noire. Selon les données actuelles, l'énergie noire représente environ 68% de la densité énergétique totale de l'univers. Le bilan énergétique total de notre cosmos se répartit donc comme suit. Environ 5% représentent la matière ordinaire, celle qui constitue tout ce que nous pouvons observer. Environ 27% sont la matière noire, ce liant gravitationnel invisible. Et 68% sont l'énergie noire, la force mystérieuse qui repousse l'univers. Nous en savons même moins sur l'énergie noire que sur la matière noire elle-même. Sa nature constitue peut-être le mystère principal de la physique fondamentale. L'explication la plus simple est celle de la constante cosmologique ou énergie du vide. Cependant, les calculs théoriques de sa magnitude diffèrent des observations par un écart absolument abyssal. La matière noire et l'énergie noire sont les deux faces du secteur sombre de l'univers. Elles sont toutes deux invisibles, mais leurs effets sont radicalement différents. L'une rassemble, l'autre repousse. Et ensemble, elles déterminent le destin de notre cosmos. La matière noire, au sein de notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas répartie de manière homogène. Elle constitue plutôt un gigantesque halo sphérique qui s'étire bien au-delà du disque galactique visible. Notre système solaire, en orbite autour du centre de la Voie lactée, traverse continuellement ce vaste halo.
Ce mouvement crée l'équivalent d'un vent de particules de matière noire soufflant dans notre direction. C'est précisément ce flux que les expériences de détection directe cherchent à intercepter. La vitesse de ce vent est estimée à environ 220 km par seconde. Bien que la densité de matière noire dans l'environnement solaire soit faible, elle est suffisante pour que des centaines de milliers, voire des millions de WIMP, ces hypothétiques particules massives à faible interaction, traversent chaque centimètre carré par seconde, si tant est qu'elles existent. Une caractéristique particulièrement intéressante de ce phénomène est sa modulation annuelle. La Terre, se déplaçant autour du Soleil à environ 30 km par seconde, modifie la vitesse relative. En été, dans l'hémisphère nord, la vitesse orbitale de la Terre s'additionne à celle du système solaire traversant le halo, ce qui rend le vent de matière noire plus intense. Inversement, en hiver, lorsque la Terre se déplace dans la direction opposée, la vitesse est soustraite, et le vent s'atténue. Logiquement, cela devrait entraîner une légère fluctuation du nombre d'événements enregistrés par les détecteurs souterrains au cours de l'année, atteignant un pic en juin et un minimum en décembre. Or, depuis de nombreuses années, l'expérience italienne d'Ama Libra affirme observer précisément ce signal de modulation annuelle, et ce, avec une très haute signification statistique. S'il était confirmé, cela constituerait la toute première détection directe de matière noire de l'histoire. Cependant, un problème majeur demeure. Aucune autre expérience plus sensible à travers le monde n'a réussi à reproduire ou à observer un signal similaire. Cette situation crée une tension et une intrigue considérables au sein de la communauté scientifique. Il est possible que le détecteur d'Ama Libra soit simplement sensible à un processus de fond inconnu qui imite le signal de la matière noire. Alternativement, il se pourrait que la matière noire interagisse de manière spécifique avec les cristaux d'iodure de sodium qui composent ce détecteur, d'une manière qui n'est pas visible dans les expériences utilisant du xénon ou de l'argon liquide. À ce jour, cette énigme scientifique reste entière. Les galaxies naines sphéroïdales, ou naines S, sont de petites galaxies satellites peu lumineuses qui orbitent autour de la Voie lactée et d'autres grandes galaxies. Elles constituent des laboratoires naturels uniques pour l'étude de la matière noire. La raison ? Ces galaxies sont presque dépourvues de gaz et leurs étoiles sont extrêmement anciennes et peu brillantes. Le rapport entre la masse de matière noire et celle des étoiles peut y atteindre des centaines, voire des milliers contre 1. Elles sont donc pratiquement entièrement composées de matière noire, leurs étoiles n'étant que de rares lucioles qui nous servent à mesurer leur champ gravitationnel. En mesurant la vitesse de ces étoiles, les astronomes peuvent déterminer avec une grande précision la masse et la densité de la matière noire au sein de ces objets. Étant donné que les galaxies naines contiennent très peu de matière baryonique ordinaire et connaissent peu de processus astrophysiques bruyants, comme les explosions de supernovas, elles représentent des cibles idéales pour la recherche de signaux d'annihilation de matière noire. Si les WIMPs, les particules massives à faible interaction, s'annihilaient, le flux de rayons gamma émis par ces objets propres devrait être beaucoup plus facile à distinguer du bruit de fond que celui provenant du centre de notre propre galaxie, riche en autres sources de rayonnement gamma. Des télescopes spatiaux, comme Fermi-LAT, ont étudié attentivement des dizaines de ces galaxies pendant de nombreuses années. À ce jour, aucun excès de rayonnement gamma n'y a été détecté. Ces observations ont permis d'établir les contraintes les plus strictes jamais posées sur la probabilité d'annihilation des WIMP. De fait, pour de nombreux modèles de WIMP légers, ces données excluent déjà la possibilité qu'ils constituent la totalité de la matière noire. Cela pousse les théoriciens soit à envisager des WIMP plus massifs, soit des modèles où l'annihilation s'opère par des canaux plus complexes, soit carrément à abandonner l'idée d'une matière noire annihilatrice. En définitive, ces petites galaxies, malgré leur apparence insignifiante,
jouent un rôle majeur dans nos efforts pour percer l'un des plus grands mystères de l'univers. Et si la matière noire n'était pas juste une seule particule, mais plutôt un secteur sombre entier, aussi riche et complexe que notre propre monde visible. Il est tout à fait possible qu'il n'existe pas un seul type de particules de matière noire, mais plusieurs. Peut-être qu'elles ont leurs propres interactions, leur propre chimie sombre, ou même un champ électromagnétique sombre transporté par des photons sombres. Cette idée ouvre un vaste champ de construction théorique et pourrait aider à résoudre certains des problèmes bien connus du modèle standard de la matière noire froide. Par exemple, si les particules de matière noire interagissent pas-ils fortement entre elles, mais très peu avec nous, ce qu'on appelle la matière noire auto-interagissante, cela pourrait expliquer pourquoi les centres galactiques présentent des noyaux de densité constante plutôt que des pics pointus, ou cusps. En se percutant, ces particules de matière noire échangeraient de l'énergie, ce qui lisserait le pic de densité centrale. Les modèles impliquant des photons sombres offrent aussi des pistes de détection fascinantes. Le photon sombre pourrait se coupler très faiblement au photon standard, engendrant de nouvelles désintégrations extrêmement rares de particules connues ou produisant des signaux détectables lors d'expériences ciblant des particules légères. L'existence d'un secteur sombre complexe pourrait également éclaircir certaines anomalies astronomiques difficiles à intégrer dans un modèle simple. Par exemple, il pourrait conduire à la formation de disques sombres au sein des galaxies ou entraîner une dynamique plus complexe lors des collisions d'amas. Bien sûr, à l'heure actuelle, tout cela relève largement de la spéculation. Le principe du rasoir d'Occam nous impose de ne pas multiplier les entités sans nécessité. Mais à mesure que les modèles de matière noire les plus simples se heurtent à un manque de confirmation expérimentale, l'idée que ce monde sombre soit structuré de manière bien plus intéressante que prévu devient de plus en plus séduisante. Peut-être sommes-nous sur le point de découvrir non pas simplement une nouvelle particule, mais tout un nouvel univers parallèle, dissimulé à notre regard. Projetons-nous dans l'avenir. Quelles sont les expériences et les observatoires de nouvelle génération qui pourraient nous permettre de percer enfin le mystère de la matière noire? Dans le domaine de la détection directe, des détecteurs encore plus massifs et sensibles sont en cours de préparation. Les projets de prochaine génération, comme Darwin en Europe et TixLZ aux États-Unis, prévoient d'utiliser des dizaines de tonnes de xénon liquide. Leur sensibilité sera telle qu'ils pourront soit détecter des WIMP sur une large gamme de masses, soit atteindre ce que l'on appelle le plancher neutrino. C'est la limite fondamentale au-delà de laquelle il deviendra impossible de distinguer le signal des WIMP du bruit de fond créé par les neutrinos émis par le Soleil et d'autres sources astrophysiques. Si même ces expériences ne parviennent à rien détecter, cela constituera un argument de poids contre l'hypothèse classique des WIMP. Concernant la détection indirecte, de grands espoirs reposent sur les télescopes Cherenkov de nouvelle génération, tels que le Cherenkov Telescope Array, ou CTA. Cet observatoire possédera une sensibilité sans précédent aux rayons gamma de haute énergie et pourra sonder bien plus profondément les centres galactiques à la recherche de signaux d'annihilation. De nouveaux observatoires astronomiques, à l'instar du télescope spatial James Webb et du télescope terrestre Vera-C. Rubin, actuellement en construction, nous fourniront des cartes d'une finesse inégalée sur la distribution de la matière noire dans l'univers grâce au phénomène de lentilles gravitationnelles. Ils permettront de tester, avec une précision accrue, les prédictions des différents modèles à petites échelles. Enfin, les futurs collisionneurs de particules, plus puissants que le LHC, pourront explorer des domaines d'énergie encore plus élevés, ouvrant de nouvelles pistes pour la production directe de particules de matière noire. Talahad. Nous entrons, dans les 10 ou 20 prochaines années, dans un véritable âge d'or de la recherche sur la matière noire. La combinaison des données issues de tous ces fronts
depuis les profondeurs de la Terre, depuis l'espace, et grâce aux collisionneurs, nous donne une chance réelle de lever enfin le voile sur ce grand mystère. L'une des idées les plus fascinantes et étranges concernant la matière noire est l'hypothèse des trous noirs primordiaux. Et si la matière noire n'était pas une nouvelle particule, mais plutôt des trous noirs formés, non par l'effondrement d'étoiles, mais lors des tout premiers instants qui ont suivi le Big Bang? Dans l'univers primordial, les fluctuations de densité étaient colossales. Aux endroits où cette densité était particulièrement élevée, des régions entières de l'espace auraient pu s'effondrer directement en trous noirs, et ce, avec des masses extrêmement variées, de la masse d'un astéroïde à plusieurs milliers de masses solaires. Ces trous noirs primordiaux seraient des candidats idéaux pour constituer la matière noire. Ils n'émettent aucune lumière, n'interagissent qu'à travers la gravité et sont considérés comme froids. Cette hypothèse a connu des hauts et des bas pendant des décennies. Récemment, l'intérêt a regagné du terrain, surtout après que les observatoires d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo ont commencé à détecter des fusions de trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires, des masses difficiles à expliquer par les modèles astrophysiques standards. Certains scientifiques ont immédiatement avancé qu'il pourrait s'agir de ces fameux trous noirs primordiaux. Cependant, l'hypothèse se heurte à de sérieux obstacles. De nombreuses observations astronomiques imposent des contraintes très strictes sur la quantité de ces trous noirs dans certaines plages de masse. Par exemple, s'ils étaient trop nombreux, nous verrions beaucoup plus d'événements de microlentilles gravitationnelles. Ils détruiraient aussi les amas stellaires ou réchaufferaient excessivement le gaz interstellaire. À l'heure actuelle, la plupart des plages de masse pour lesquelles les trous noirs primordiaux pourraient être le composant principal de la matière noire sont déjà exclus. Il ne reste que quelques fenêtres étroites, par exemple autour de la masse d'un astéroïde. Néanmoins, l'idée qu'une petite partie de la matière noire puisse être constituée de ces objets exotiques reste valable et fait l'objet de recherches intenses. La détection d'un seul trou noir primordial serait déjà une découverte absolument révolutionnaire. La matière noire pourrait influencer non seulement le mouvement des galaxies, mais également l'évolution des étoiles et des planètes, même si cette influence est extrêmement subtile. Par exemple, si les particules de matière noire sont capables de s'annihiler, leur concentration au centre des étoiles, comme notre Soleil, pourrait fournir une source d'énergie supplémentaire. La gravité du Soleil capture constamment les particules de matière noire qui passent à proximité. Avec le temps, ces particules s'accumulent dans le noyau, augmentant ainsi leur concentration. Si elles venaient à s'annihiler à cet endroit, cela libérerait de l'énergie, réchauffant ainsi le cœur solaire. Cet effet est probablement très faible comparé à l'énergie générée par les réactions thermonucléaires, mais il pourrait modifier, même légèrement, la structure interne de l'étoile ainsi que le flux de neutrinos que nous mesurons sur Terre. Un effet encore plus fascinant de la matière noire pourrait concerner les toutes premières étoiles de l'univers. Ces étoiles se sont formées au centre de halos de matière noire extrêmement denses. Les calculs suggèrent que l'annihilation de la matière noire au sein de ces proto-étoiles aurait pu être si intense qu'elle serait devenue la source d'énergie dominante assurant la survie de l'étoile. Ces objets hypothétiques ont été surnommés les étoiles noires ou dark stars. Elles auraient pu être bien plus massives et avoir une durée de vie bien plus longue que les étoiles conventionnelles de première génération. Peut-être que le télescope spatial James Webb, en observant l'univers primordial, pourra détecter les traces de ces objets exotiques. Il est également postulé que la matière noire pourrait s'accumuler dans le noyau de planètes comme la Terre ou Jupiter, et que son annihilation contribuerait légèrement à leur flux de chaleur interne. Pour l'instant, toutes ces idées restent théoriques, mais elles démontrent à quel point la matière noire pourrait être profondément et inopinément tissée dans la trame de notre univers. Abordons la façon dont les scientifiques s'y prennent pour peser l'univers
et déterminer précisément la quantité de matière noire qu'il contient. Pour cela, plusieurs méthodes cosmologiques indépendantes offrent une grande précision. Nous en avons déjà mentionné deux, l'analyse des fluctuations du fond diffus cosmologique, ou FDC, et la mesure de la vitesse des galaxies au sein des amas. Le troisième outil majeur repose sur ce qu'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, ou OAB. Dans l'univers primordial, à l'époque où il n'était qu'un plasma chaud, des ondes sonores s'y propageaient, un peu comme des ronds dans l'eau. Quand l'univers est devenu transparent, ces ondes se sont comme figées, laissant une marque indélébile sur la répartition de la matière. Il en résulte une distance spécifique et préférentielle entre les galaxies, correspondant à la portée de cette onde sonore. Cette distance est notre règle standard que nous observons aujourd'hui. En mesurant la façon dont la taille apparente de cette règle change selon la distance des galaxies, nous parvenons à retracer avec une grande précision l'histoire de l'expansion cosmique et ainsi à déduire sa composition. Le quatrième axe de recherche est le dénombrement des amas de galaxies. Le nombre et la masse de ces amas sont extrêmement sensibles à la quantité globale de matière dans l'univers, car leur formation est entièrement régie par la gravité. En comparant les amas que nous observons avec les prédictions des modèles théoriques, nous pouvons calculer la quantité totale de matière, ordinaire et noire, présente dans le cosmos. Le plus frappant, c'est que toutes ces techniques radicalement différentes, le fond diffus cosmologique, la dynamique des amas, les oscillations acoustiques baryoniques, le comptage des amas, sans oublier le lentillage gravitationnel et l'étude des supernovas, aboutissent au même résultat. La matière représente environ 32% de la densité énergétique globale de l'univers. Et de cette matière, 85% est de la matière noire. Cet incroyable alignement des données, issues d'observations totalement indépendantes, confère au modèle cosmologique lambda CDM, où lambda est l'énergie noire et CDM, la matière noire froide, un succès et une robustesse exceptionnels. Malgré son succès indéniable, le modèle standard de la matière noire froide, MNC, ne nous offre qu'une image partielle. Il décrit parfaitement la quantité de matière noire et son comportement à l'échelle macroscopique, mais il reste muet sur sa nature microscopique. À ce jour, nous ignorons toujours quelle est la particule responsable. Cette absence de preuves directes concernant un candidat spécifique commence à générer une certaine frustration, voire un malaise, au sein de la communauté scientifique. Des décennies de recherches infructueuses, des WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, pourtant considérées comme les candidates les plus probables, n'ont donné aucun résultat concret. Cette situation a provoqué ces dernières années une véritable explosion d'idées et de modèles alternatifs. Le champ des possibles théoriques s'est considérablement élargi. Les chercheurs explorent des ensembles et appellent désormais des modèles impliquant une matière noire extrêmement légère, comme les actions, ou, à l'inverse, des particules ultramassives. On envisage même l'existence de secteurs sombres, entiers, dotés de leurs propres interactions internes. Certaines théories suggèrent que la matière noire pourrait se désintégrer, même si c'est très lentement, ce qui permettrait d'expliquer certaines anomalies astrophysiques observées. Il existe même des hypothèses audacieuses selon lesquelles la matière noire ne serait que la manifestation d'effets liés à des dimensions spatiales supplémentaires. D'un côté, cette situation peut être perçue comme une crise de la physique fondamentale. Mais d'un autre côté, elle est la preuve d'un processus scientifique en pleine santé. Quand les idées initiales, souvent les plus simples, ne sont pas validées par l'expérience, cela stimule l'émergence d'approches novatrices et beaucoup plus créatives. Il se pourrait bien que la nature nous ait réservé une surprise, et que la clé de l'énigme de la matière noire soit bien plus étrange et fascinante que ce que nous avions initialement imaginé. Nous vivons une époque passionnante,
où le paradigme actuel pourrait basculer à tout instant face à de nouvelles données expérimentales. Ce sont précisément ces périodes de doute et d'exploration qui donnent naissance aux plus grandes révolutions scientifiques. Considérons une autre hypothèse fascinante. Et si la matière noire pouvait interagir avec la matière ordinaire, non seulement par la gravité, mais aussi via des forces très faibles et qui nous sont encore inconnues? Nous avons déjà parlé des WIMP, des particules qui pourraient participer à l'interaction nucléaire faible. Mais que se passerait-il si d'autres types d'interactions existaient? Par exemple, certaines théories suggèrent que les particules de matière noire pourraient se disperser en entrant en collision avec des protons ou des électrons. Si c'était le cas, cela pourrait entraîner des conséquences observables. Ainsi, en traversant la Terre, ces particules pourraient très rarement entrer en collision avec des atomes de la croûte terrestre, la réchauffant très légèrement. Cet effet serait infime, certes, mais il pourrait potentiellement être mesuré grâce à des instruments géophysiques ultra-sensibles. Une autre idée concerne la possibilité que la matière noire influence les processus de l'univers primordial, ceux que nous étudions à travers le rayonnement cosmique de fond et la distribution des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. Si la matière noire interagissait avec la matière ordinaire durant l'ère de la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire les premières minutes après le Big Bang, cela pourrait modifier le rapport entre les éléments que nous observons aujourd'hui. Les observations astronomiques mesurent ce rapport avec une très grande précision et imposent par conséquent des contraintes très strictes à de telles interactions. La recherche de ces effets subtils constitue un axe majeur dans l'étude de la matière noire. Cela nécessite les efforts conjoints des physiciens théoriciens, des expérimentateurs et des astronomes observateurs. Même si la détection directe de ces particules en laboratoire s'avère impossible, il est possible que nous puissions découvrir les propriétés de la matière noire en étudiant son influence à peine perceptible sur le monde que nous voyons. La simple contemplation de la matière noire nous pousse inévitablement vers des questions philosophiques bien plus profondes concernant notre place dans l'univers. Réaliser que la substance dont nous sommes faits, nous, notre planète, les étoiles et tout ce qui est visible, ne représente qu'une infime fraction, une simple impureté de 5% dans un immense océan invisible, porte un coup retentissant à notre anthropocentrisme. Cette découverte se place au même niveau que celle de Copernic, qui a démontré que la Terre n'était pas le centre du cosmos, et de Hubble, qui a prouvé que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards d'autres. Nous comprenons désormais que non seulement nous ne sommes pas au centre, mais qu'en plus, nous ne sommes même pas constitués de la matière la plus abondante de l'univers. Nous vivons sur un petit îlot de matière visible, cerné par une mer d'obscurité sans limite. Cela nous force à reconsidérer la nature même de la réalité. Qu'y a-t-il d'autre que nous ne voyons pas? Quelles sont les autres lois et entités qui échappent à nos instruments et à notre entendement? L'énigme de la matière noire est un puissant rappel de notre ignorance. Elle nous invite à l'humilité tout en nous inspirant à poursuivre nos recherches. La résolution de ce mystère ne sera pas qu'une simple découverte scientifique de plus. Elle changera fondamentalement notre vision du monde. Elle nous donnera accès aux 85% restants de la matière universelle et, potentiellement, à une physique entièrement nouvelle, bien au-delà de notre compréhension actuelle. C'est l'un des plus grands défis intellectuels que l'humanité ait jamais rencontrés. Et le simple fait que nous, êtres constitués de matière ordinaire, puissions poser de telles questions et tenter d'y répondre, est déjà, en soi, un miracle. Revenons à l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire, l'amas de la balle, Bullet Cluster. Cet objet unique est souvent considéré comme l'étalon or des recherches dans ce domaine. L'amas de la balle, officiellement désigné UM065756, est en réalité le produit d'une collision très récente, à l'échelle cosmique, entre deux gigantesques amas de galaxies. Ce choc a eu lieu il y a environ 150 millions d'années.
Lorsque les deux amas se sont traversés à une vitesse colossale, leurs composantes se sont comportées de manière très différente. La majeure partie de la matière ordinaire, dite baryonique, ne se trouve pas dans les étoiles, mais sous forme de gaz intergalactique chaud. Au moment de l'impact, les nuages de ce gaz provenant des deux amas sont entrés en collision frontale. Ils ont subi une énorme résistance, se sont échauffés à des millions de degrés et ont été fortement ralentis. Nous pouvons observer ce gaz grâce à des télescopes à rayons X, comme Chandra. Il est concentré au centre de la zone, entre les deux groupes de galaxies qui continuent de s'éloigner. Quant aux galaxies elles-mêmes, composées d'étoiles, elles sont beaucoup plus petites que les nuages de gaz. Par conséquent, elles ont traversé l'autre amas pratiquement sans interagir, tout comme des balles. Mais la partie la plus fascinante commence lorsque nous examinons la carte de distribution de masse de cet amas, établie grâce à la technique de la lentille gravitationnelle. Cette carte révèle où se situe réellement la masse gravitationnelle dominante. Et la surprise est que cette masse ne coïncide pas avec l'emplacement du gaz chaud. Les deux pics de masse principaux se trouvent exactement là où sont les groupes de galaxies qui ont déjà traversé la zone de collision. Cela signifie que la majorité de la masse des amas a continué son chemin sans ralentir, tandis que la matière visible, le gaz, a été freinée par le choc. C'est une observation directe de la séparation entre la matière noire et la matière baryonique. Ce phénomène est extrêmement difficile à expliquer en utilisant les théories de la gravité modifiée qui associent l'effet gravitationnel directement à la matière visible. La masse de la balle démontre clairement qu'il existe quelque chose qui possède une masse mais qui n'interagit pas électromagnétiquement. C'est, en substance, une photographie de la matière noire en pleine action. Ces dernières années, les astronomes ont fait la découverte de galaxies pour le moins étranges, qui semblent clairement remettre en cause notre compréhension actuelle de la matière noire. On les appelle les galaxies sans matière noire. La plus célèbre d'entre elles est la galaxie ultra-diffuse NGC 1052 DF2. L'observation du mouvement des amas d'étoiles au sein de cette galaxie a révélé que sa masse totale s'explique quasiment entièrement par la seule masse de ces étoiles visibles. Il n'y a donc presque plus de place pour la matière noire, ou du moins, sa quantité y est anormalement faible. Ceci était très inattendu, car il est généralement admis que les galaxies, en particulier celles qui sont aussi faibles ou diffuses, ne peuvent se former qu'à l'intérieur de halos massifs de matière noire. Une autre galaxie similaire, DF4, a été découverte plus tard. À première vue, cette révélation semble être un argument de poids contre l'existence de la matière noire. Si elle est si cruciale pour la formation des structures des galactiques, comment une galaxie peut-elle subsister sans sa présence? Pourtant, paradoxalement, de nombreux physiciens y voient, à l'inverse, une confirmation éclatante du modèle standard de la matière noire. La question est « pourquoi ?» Parce que cela démontre que la matière noire est bien une substance réelle, une entité qui peut être séparée de la matière baryonique ordinaire. Si la rotation anormale des galaxies était la conséquence d'une loi de la gravitation modifiée, une théorie dite Monde, alors cet effet devrait se manifester dans absolument toutes les galaxies, sans aucune exception. Une galaxie où cet effet serait désactivé ne pourrait tout simplement pas exister. En revanche, si la matière noire est bien une substance, il devient possible d'imaginer des scénarios où elle aurait pu être séparée du gaz initial qui a formé les étoiles. Par exemple, suite à des interactions gravitationnelles complexes au sein d'un amas galactique dense. L'existence même de galaxies présentant des teneurs très variables en matière noire, allant de sa quasi-absence à sa domination totale, suggère que nous avons affaire à deux composants distincts et non à une seule modification de la gravité. Bien que le mécanisme exact de formation de ces galaxies fasse encore l'objet de vifs débats, leur simple existence ajoute une nuance intrigante à l'ensemble du tableau cosmologique.
L'un des aspects les plus fascinants de la recherche sur la matière noire est la possibilité qu'elle soit intrinsèquement liée aux autres grandes énigmes de la physique. Nous avons déjà évoqué le lien entre l'hypothèse des WIMP et la théorie de la supersymétrie. La supersymétrie a été proposée pour résoudre ce que l'on appelle le problème de la hiérarchie. Pourquoi le boson de Higgs est-il si léger comparé aux prédictions théoriques? Et pourquoi la gravité est-elle si faible par rapport aux autres forces fondamentales? La supersymétrie résout élégamment ces questions, mais elle prédit l'existence de tout un zoo de nouvelles particules, les superpartenaires. Si le plus léger d'entre eux s'avère stable, il devient alors le candidat idéal pour la matière noire. L'éventuelle découverte de la supersymétrie au grand collisionneur de hadrons, le LHC, signifierait donc, par la même occasion, la révélation de la nature de la matière noire. Une autre connexion réside dans l'énigme de l'asymétrie entre matière et antimatière. Notre univers est presque exclusivement composé de matière, alors que le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière. Pourquoi la matière a-t-elle prévalu? Certaines théories suggèrent que les mécanismes responsables de cette asymétrie auraient également pu donner naissance aux particules de matière noire. Il existe des modèles de matière noire asymétrique dans lesquels la quantité de matière noire présente dans l'univers n'est pas fortuite, mais directement liée à la quantité de matière ordinaire, la matière baryonique. Enfin, il y a le lien avec les théories de la grande unification et la théorie des cordes. Ces théories fondamentales tentent de décrire l'ensemble des forces et des particules au sein d'une seule et même structure mathématique. Or, presque toutes prédisent l'existence de nouvelles particules n'interagissant que très faiblement et qui pourraient justement jouer le rôle de la matière noire. Par conséquent, l'énigme de la matière noire n'est pas seulement un problème astronomique isolé. C'est une clé susceptible d'ouvrir la porte vers une compréhension bien plus profonde des lois fondamentales de la nature. Revenons aux actions et examinons pourquoi cette hypothèse gagne tant en popularité ces dernières années, surtout face à l'absence de signaux probants des WIMP. Comme nous l'avons mentionné, l'action a été initialement proposée pour résoudre le fameux problème CP, fort en chromodynamique quantique, ou QCD, la théorie qui décrit l'interaction nucléaire forte. Cette théorie intègre un terme qui, en principe, devrait entraîner une violation de la symétrie CP. Une telle violation impliquerait notamment que le neutron possède un moment dipolaire électrique mesurable. Or, les expériences montrent que si ce moment existe, il est incroyablement faible, de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ce que la théorie standard prédirait. La théorie de Peccei-Quinn résout ce paradoxe en introduisant un nouveau champ, dont l'action est le quantum. Ce champ a pour effet d'annuler dynamiquement ce terme indésirable dans la théorie. Le fait qu'une particule, conçue initialement pour résoudre un problème fondamental en physique des particules, se révèle être aussi un excellent candidat pour la matière noire froide, est un argument extrêmement puissant en sa faveur. Les actions, créées dans l'univers primordial, forment ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein, agissant collectivement comme une onde cohérente géante. Cela mène à des prédictions fascinantes. Par exemple, en raison de leur nature ondulatoire, la matière noire axionique pourrait former des structures plus lisses à petite échelle que les WIMPs, résolvant potentiellement le problème des pics de densité ou cuspides. De plus, les actions ultra-légers pourraient former des objets exotiques appelés étoiles d'action ou étoiles de boson, des agrégats gigantesques maintenus par leur propre gravité. La recherche des actions est un domaine de recherche extrêmement actif, au-delà des expériences comme ADMX qui traquent leur éventuelle conversion en photons, d'autres approches sont explorées. Par exemple, des actions pourraient être émises par le cœur du Soleil et se transformer en rayons X dans de puissants champs magnétiques. C'est ce que tentent de détecter les hélioscopes à action, comme l'expérience CAST au CERN.
Il existe également des pistes pour déceler les effets que le champ d'action pourrait exercer sur le spin des particules ordinaires. C'est le principe de base d'expériences comme Casper. Le champ d'exploration est vaste et de nombreux physiciens sont convaincus que c'est dans cette direction que pourrait se produire notre prochaine grande percée. Pour conclure cette exploration, récapitulons les raisons pour lesquelles nous sommes si certains de l'existence de la matière noire, même si sa nature exacte reste un mystère. Les preuves proviennent d'une multitude de sources indépendantes, et ce, à des échelles très différentes. Premièrement, les courbes de rotation des galaxies. Les étoiles, surtout celles situées en périphérie, tournent bien trop vite, ce qui ne peut s'expliquer que par la présence d'une masse invisible colossale. Deuxièmement, la dynamique des amas de galaxies. Les galaxies qui les composent se déplacent à une vitesse telle que ces amas se seraient désintégrés depuis longtemps s'ils n'étaient pas retenus par une force gravitationnelle supplémentaire. Troisièmement, l'effet de lentilles gravitationnelles. Les amas massifs dévient la lumière des objets lointains de manière bien plus significative que ne le justifierait leur seule masse visible. Les cartes de répartition de masse obtenues par cette méthode révèlent l'existence d'immenses halos de matière noire. Quatrièmement, le fond diffus cosmologique. La structure des fluctuations de température observées dans ce rayonnement fossile n'est explicable que si l'univers primordial contenait 5 fois plus de matière noire froide que de matière ordinaire. Cinquièmement, la structure à grande échelle de l'univers. La toile cosmique que nous observons, faite de filaments de galaxies et de vastes vides, ne peut être reproduite dans les simulations informatiques qu'en présence de matière noire, celle-ci ayant fourni l'échafaudage gravitationnel initial. Sixièmement, l'amas de la balle, ou bullet cluster, et d'autres structures similaires où l'on observe une séparation spatiale directe entre la matière noire et la matière visible. La convergence de toutes ces preuves fait de l'hypothèse de la matière noire l'une des mieux étayées de la science contemporaine. La rejeter exigerait de trouver une explication alternative capable de rendre compte de l'ensemble de ces observations variées de manière simultanée, ce qui est une tâche d'une complexité extrême. C'est pourquoi la communauté scientifique est massivement convaincue. La matière noire est bien réelle. La question principale n'est plus « existe-t-elle ?», mais bien « de quoi est-elle composée ?» Atosho Didsi. Ainsi, notre long et paisible voyage à travers les sombres profondeurs de l'univers touche à sa fin. Nous avons pu observer comment l'étude des étoiles rapides et de la lumière déformée a convaincu les scientifiques de l'existence d'une substance invisible, celle qui constitue l'essentiel de la masse de notre monde. Nous avons appris que la matière noire n'est pas de simples étoiles faibles ou de la poussière. C'est quelque chose de fondamentalement nouveau qui dépasse le cadre des lois de la physique que nous connaissons. Nous avons visité les mines les plus profondes et les collisionneurs les plus puissants, où se déroule actuellement une chasse acharnée pour détecter ces particules insaisissables, qu'il s'agisse des WIMP massifs ou des axions, légers comme une plume. Nous avons compris que sans cet architecte invisible, il n'y aurait eu ni galaxie, ni étoile, ni nous-mêmes. Mais voici, peut-être, le moment le plus surprenant de toute cette histoire. Nous cherchons une particule. Nous élaborons des théories basées sur les particules. Et si finalement, la matière noire n'était pas du tout une particule, du moins, pas au sens où nous l'entendons habituellement? Et si c'était la manifestation d'effets gravitationnels provenant d'autres dimensions cachées, comme le prédit la théorie des cordes? Ou peut-être un champ résiduel, préservé depuis les tout premiers instants du Big Bang, et qui se comporte comme de la matière? Peut-être que la réponse à cette énigme ne sera pas seulement la découverte d'une nouvelle particule, mais bien l'ouverture sur une conception totalement inédite de la réalité. C'est là le véritable coup de théâtre de ce drame cosmique. Nous pensons chercher la brique manquante à l'édifice de notre savoir.
Mais en réalité, nous sommes peut-être sur le point de réaliser que tout l'édifice a été construit selon des plans complètement différents. Zeni à la Megarod. Merci d'avoir passé ce moment à réfléchir au plus grand mystère du cosmos. J'espère que cette discussion vous a aidé à vous détendre et à vous préparer à dormir. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos nouvelles histoires et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Maintenant, avant que vous ne sombriez tout à fait, je voudrais vous poser une dernière question. Selon vous, qu'est-ce que la matière noire vraiment? Une particule que nous n'avons pas encore découverte, ou bien quelque chose de totalement différent que nous sommes encore incapables d'imaginer? Écrivez vos théories les plus audacieuses dans les commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves.